Alors bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, surtout comme conférencier surprise. Je suis content de voir qu'il y a des participants dans la salle. Je suis très content, merci. Alors, en fait, aujourd'hui, on va parler du e-commerce et surtout du e-commerce propulsé par l'omnicanal. On va éclaircir un peu ce concept-là. Mon nom est Jean-Philippe Boudreau, je suis directeur de création et stratégie chez Baobaz Montréal, qui est en fait membre du groupe Baobaz, qui est un groupe mondial, un leader mondial en commerce électronique de la mode, beauté et prestige. On est présent à Paris, à Londres, à New York, à Montréal et puis à Sopot en Pologne. C'est un groupe qui existe depuis une douzaine d'années, on est 160 et on fait affaire avec des détaillants, des marques et enseignes qui ont un chiffre d'affaires global environ en 10 millions jusqu'à 1 milliard. Alors, on va avoir de belles choses à vous dévoiler aujourd'hui. Alors, on va commencer par le meilleur. On va commencer par des mythes, des choses qu'on entend dire dans le monde du e-commerce. On en entend de toutes sortes. Et puis, probablement que vous reconnaîtrez soit un patron ou vous-même à un certain moment dans l'étape d'adoption du e-commerce. Alors, parmi le top des mythes du e-commerce, d'abord, il y a les pessimistes. Donc, celui qui voit le commerce électronique comme une simple mode passagère, comme un phénomène qui ne fera que passer, alors qu'on va avoir des chiffres tout à l'heure qui vous convaincra bien du contraire. Il y a les optimistes, ceux qui disent « Hey, j'ai un super gros budget, j'ai 15 000 $, mais je veux faire 5 millions dans 2 ans. » Donc, là, un petit problème d'équilibre entre le budget et le retour sur investissement. Il y a aussi les défaitistes, ceux qui vont dire « Ah non, l'e-commerce, c'est compliqué, reportons à l'année prochaine. » Ou à l'inverse, il y a ceux qui disent « Moi, je veux complètement externaliser cette bête qu'est le e-commerce, puis je veux surtout pas en entendre parler. » On a aussi le pragmatique qui dit « Hey, un instant, là, moi, je fais déjà 100 millions dans mon réseau, je fais déjà 100 millions à travers ma chaîne, pourquoi je mettrais de l'énergie, pourquoi je m'arrêterais à aller faire du e-commerce pour aller chercher peut-être un 5 millions de plus. » Puis finalement, l'arbitre, ceux qui est un peu pris parfois entre l'arbre et l'écorce, on passe à un réseau de franchisés qui disent « Hey, moi, là, oublie ça, les e-commerce. Mes franchisés ne collecteront jamais un courriel pour moi parce qu'ils pensent beaucoup plus à eux qu'au groupe ou à l'inverse. » Il y a le dictateur qui dit « Moi, peu importe, e-commerce, j'y vais. Les boutiques embarqueront, que ça leur plaise ou non. » Donc, c'est vraiment le genre de scénario qu'on voit souvent qu'on aborde un dossier e-commerce. Et par quoi commence une bonne stratégie e-commerce? Puis la réponse est extrêmement simple. Puis j'ai vraiment insisté dans le titre de la conférence, c'est vraiment comment adopter le e-commerce sans sauter d'étape. Parce que pour nous, dans notre philosophie, c'est vraiment important. On a tous fait un site web qu'on a dû javeliser quelques mois plus tard puis recommencer. C'est une réalité du web, ça bouge très vite. Puis souvent, nous, dans notre philosophie, on va vraiment vouloir aller par jalon, aller de l'avant et puis vraiment voir à bien enclencher différentes étapes, différents socles pour ne jamais retourner en arrière. Alors, à chaque fois qu'on se pose une question, qu'on a un problème ou qu'on fait face à une espèce d'énigme stratégique ou opérationnelle, c'est pas compliqué pour nous. Dans notre métier, on croit que c'est la cliente ou le client qui a la réponse. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître. Et puis, la conférence s'adresse à un public un peu plus de marques, de détaillants, beaucoup plus B2C que B2B. Mais on croit vraiment que c'est la cliente qui détient les réponses à nos questions. Pourquoi? Parce que la cliente va acheter quand elle veut, où elle veut, au moment où elle veut, et puis elle veut que ça soit simple et efficace. Alors, elle aime se renseigner et voir acheter sur Internet, si possible aussi de plus en plus avec son mobile, avec sa tablette. Elle veut de la flexibilité, être livrée à la maison, au bureau, ou peut-être même récupérer la commande dans un des points de vente. Et peut-être même, comme elle est exigeante, et puis parfois l'offre produit est pas toujours la même d'une boutique à l'autre, pouvoir commander en boutique, ce qu'on appelle le web in store. Et là, l'aspect plus branding aussi, c'est qu'en fait, de plus en plus, avec les love brands, puis tous ces phénomènes de marque d'amour qu'on idole et qu'on adore, la réalité, c'est que la cliente aime être ce qu'elle achète. Elle se voit à travers son produit, elle se voit à travers ses relations avec la marque. Alors, c'est super important de partager des valeurs, partager des affinités, partager un message, etc. Puis, la marque est là aussi pour être utile face à la cliente. Donc, lui parler des nouvelles tendances, des nouveautés, l'informer aussi
exclusivement de contenu exclusif, de nouveautés, d'actualités autour de la marque. Donc, il y a cet aspect-là, on doit toujours nourrir la perception de la cliente ou du client de notre marque pour s'assurer vraiment qu'elle peut bien vivre à travers nous. Et là, maintenant, avec Facebook, le social et tous ces buzzwords ou nouvelles réalités, nouveaux territoires à attaquer, les amis occupent une grande place dans la vie, puis en e-commerce, on n'y échappe pas, ça fait partie du processus et de plus en plus. Donc, la cliente aime partager ses coups de cœur, parfois ses coups de gueule. Elle aime dire ce qu'elle pense, ça c'est certain. Dans des cas plus matures aussi, on va voir qu'elle aime solliciter l'opinion de ses amis, leur demander conseil. Et puis, on aime de plus en plus, puis avec tout ce qui est game-based marketing, gamification, tout ça, essayer d'être celui qui invite ses amis à participer à un nouveau concept, être celui qui va introduire une offre exclusive, être celui qui va donner, partager cette exclusivité-là avec son réseau d'amis. Et puis, finalement, peu importe le mode d'achat ou l'endroit où on achète, on veut être reconnu par la marque. Peu importe si j'ai acheté 50 fois en ligne dans le dernier mois, puis je me présente en boutique, j'ai envie qu'on reconnaisse que je suis déjà une très bonne cliente, que je suis déjà un VIP du réseau. Donc, quel que soit le mode d'achat, être reconnu, être conseillé selon mes goûts et mes préférences, mon historique d'achat, ce que j'aime particulièrement de la marque, donc éviter le bruit autour de choses qui m'intéressent pas du tout. Et puis, finalement, évidemment, ça fait partie d'un cercle vertueux client, c'est être récompensé pour la fidélité. Donc, morale de l'histoire, ce que je veux, où je veux, quand je veux, comme je le veux, la réponse est toujours chez la cliente, chez le client. Et tout ça vient maintenant aussi avec une évolution très radicale du consommateur et de ses préférences. On a vu, avec les nouveaux phénomènes, les médias sociaux, tout ça, le local, le social, tous ces nouveaux phénomènes, le client évolue aussi à travers ça. Donc, c'est un client qui est beaucoup plus agile. C'est un client qui va faire ses recherches, qui va comparer les prix, qui va vraiment essayer d'en savoir plus sur vous, qui va faire ses devoirs. Donc, il va arriver en magasin, qui va arriver en ligne avec des intentions parfois très directives, très précises. C'est un client aussi qui est puissant. Donc, c'est un client qui, s'il s'exprime sur les médias sociaux, peut autant vous mousser, qui peut autant vous critiquer, puis être assez sévère à votre égard. Donc, chaque client détient un certain pouvoir, détient un certain rapport de force face à la marque. On a vu des cas, puis la sonde est un bon exemple dernièrement de clients puissants qui font bouger les choses. Le client curieux, donc le lèche-vitrine n'écarte pas le e-commerce. On aime s'intéresser, parfois du bout des doigts à une nouvelle marque, parfois on est silencieux. On sait même que les médias sociaux aussi, il y en a qui aiment beaucoup plus écouter que de s'exprimer. Donc, il y a une certaine curiosité qui vient avec la nouvelle consommatrice, le nouveau consommateur en ligne. Et où je veux, quand je veux, comme je le veux, ça va avec la dominance. Que je parlais tout à l'heure que maintenant, la cliente est beaucoup plus dominante et le client aussi. Je parle beaucoup de la cliente parce que, étant dans la mode, tout ça, on a un peu le réflexe d'être intéressé par la consommatrice pour des cas qui nous occupent plus, mais en général, je vais pardonner mes problèmes de genre pour mon élocution. Donc, le client, c'est de plus en plus dominant. Il veut sa commande, qu'est-ce qui arrive, etc. Infidèle, parce que s'il est dominant et il dit que les règles du jeu, ça se peut aussi qu'il aille vers la marque voisine, compétitrice. Donc, on doit toujours de plus en plus travailler notre relation profonde avec la marque. Puis, je crois que cette dimension-là, omnicanal, que je veux vous démontrer puis justifier aujourd'hui, contribue justement à cet ancrage-là plus profond à éviter l'infidélité. Et puis l'ultime, on aime bien l'aspect de la consommatrice ou du consommateur qui est créateur. On a vu Aldo, il y a toutes sortes de bons cas où vraiment on intègre le client dans la définition de la marque, définir une nouvelle collection, une collection capsule spéciale, trouver un nom pour un produit, toutes sortes de choses, la co-création est de plus en plus à l'honneur. Et puis, je parle pas du phénomène de customerization, où on va vraiment personnaliser grâce au web le produit dans les dimensions les plus extrêmes. Et là, c'est l'envers de la médaille d'une cliente qui est ancrée, qui est fidèle, qui est dominante. Elle peut parfois être impatiente, elle peut parfois être exigeante. Si la commande est en retard,
s'il manque un truc, si la dimension est pas la bonne, tout ça, si le produit est pas dans l'état attendu, ça prend peu de temps qu'on l'entend dire, parfois sur les canaux de service à clientèle, puis parfois sur les médias sociaux directement. Tout ça pour dire que finalement, le client est libre. Il est libre de penser, de s'exprimer et d'aller ailleurs. Donc, au bout du compte, il y a vraiment des nouvelles réalités du point de vue des clients, des consommateurs, des marques. On doit vraiment accepter cette nouvelle génération de consommateurs et puis embrasser le changement. On va aller, vous savez, Baobab, c'est un groupe français, donc là, on va aller vraiment vers un élément de contenu qui est très français, mais qui est très pertinent. En fait, c'est une vidéo qui a été réalisée en partenariat avec Cegid, qui est un très grand partenaire de Baobab en Europe, qui est en fait le leader de tout ce qui est système POS des détaillants. Donc, c'est une simulation, bien entendu, Stéphanie n'existe pas, mais c'est vraiment une simulation à l'extrême de qu'est-ce qu'une cliente hyper connectée, puis qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on parle d'omnicanal face au e-commerce. Alors, désolé pour les boots, ce genre d'expression, mais en fait, c'est un peu une caricature, mais à la limite, pour les gens qui sont très branding, on est tous convaincus qu'on peut pousser l'expérience d'une marque à un tel niveau avec des gants blancs, avec un bon lifestyle, avec un bon ADN derrière. Et bon, si vous doutez encore, c'est la partie fracassante de la conférence. Donc, des chiffres plus que convaincants. En fait, ici, c'est quelques chiffres sur l'omnicanal, puis aussi des chiffres que vous connaissez déjà. Donc, oui, là, je crois qu'on est rendu peut-être à 900 millions, mais pour nous, en tant que web marketeur, en tant que personne de e-commerce,
800 millions de personnes sur Facebook, ben c'est une nation, c'est un nouveau territoire à conquérir, c'est des parts de marché, c'est vraiment une place à prendre sur le marché. Et puis c'est la même chose aussi pour Google. À chaque semestre, Google sort des stats et puis on voit que 30% des requêtes sont des nouvelles requêtes qui n'existaient pas du tout le semestre d'avant. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle requête, ben pour nous c'est une nouvelle part de marché, c'est une nouvelle occasion, c'est une nouvelle opportunité à prendre. Et Forrester disait que dans le commerce du détail en 2010, il y avait à peu près une croissance en Amérique du Nord de 3% au niveau des boutiques. Donc, puis là, bon, on parle d'une moyenne, on sait qu'il y a certains marchés qui se cassent la gueule, on sait que d'autres qui sont en vogue, particulièrement en mode pour certains c'est facile, pour d'autres c'est plus difficile, mais comment espérer une croissance sans profiter du 14% de croissance qui est au niveau de la vente de commerce de détail en ligne? Donc, au niveau de la moyenne des deux, ou si on n'utilise pas le levier e-commerce, ben, on va rester dans la zone du 3%, puis ça va être plus difficile. Et pour nous, par expérience, dans nos dossiers, on parle d'environ une portion de 6 à 9% en mode des revenus du chiffre d'affaires qui sont des ventes directes liées au e-commerce. Par contre, selon nous, en 2020, on parle de 20% du chiffre d'affaires. Puis si on parle de Victoria's Secret qui génère des milliards de dollars, on parle d'une proportion qui est pratiquement 20%. On parle entre 15 à 20% de leur chiffre d'affaires qui est généré par la vente en ligne. Donc, si le e-commerce n'est pas à l'ordre du jour de votre prochain conseil d'administration en tant que détaillant, ben, la croissance est en danger. Une autre bonne raison, Forrester en 2010 disait aussi que le commerce de détail, dans ce milieu-là, en Amérique du Nord, 49% des ventes étaient soit déclenchées par du pré-magasinage en ligne ou par une vente directe faite en ligne. Donc là, c'est une vente sur deux, parce qu'on s'entend. Si en moyenne, on convertit 1% du trafic en achat direct en mode e-commerce, ben c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a peut-être 99% de pré-magasinage et de curiosité de lèche-vitrine. Donc, encore une fois, on va voir dans les étapes logiques d'adoption du e-commerce, l'étape catalogue arrive avant l'étape marchand parce que pour nous, ça fait absolument aucun sens de ne pas avoir un site catalogue quand on voit des chiffres comme ça. Et de ce 49%-là, 38% étaient du pré-magasinage en ligne. Donc, c'est vraiment une proportion qui est très forte. Et pourquoi aujourd'hui, je parle de l'omnicanal et pourquoi que j'essaie d'en faire la promotion, c'est parce qu'un client en omnicanal va dépenser 50% plus. Donc, le dollar par individu va être accru d'une façon vraiment pas ordinaire. Donc, maintenant qu'on a parlé de chiffres, maintenant qu'on est, espérons-le, tous convaincus que le e-commerce, l'omnicanal, c'est l'avenir, il faut pas sauter d'étape. Puis là, pour ça, on va se mettre d'accord sur certaines choses. Premièrement, pour nous, le web marketing se définit en 4 socles. Et puis, on doit vraiment s'entendre un peu sur cette définition-là parce que bon, il y a des agences qui sont très créatives, il y a des agences qui sont très techno. Nous, on n'est pas très geek, on est assez créatif, mais on est surtout très héroïste dans notre façon de voir les choses. On attaque vraiment les tactiques, les plans, les roadmaps. Vous savez, sur plusieurs années, on bâtit des plans d'affaires avec nos clients sur 3-4 ans, avec des roadmaps sur 3-4 ans. On va venir vraiment enclencher des initiatives stratégiques en fonction du ROI, puis on va toujours être très sensible au retour sur investissement. Par contre, on aime le branding. La première dimension, mais c'est ça, c'est le développement de la marque. Cette direction de marque, on veut vraiment faire passer le message, essayer de se hisser dans le top of mind des gens, puis de venir positionner. Puis le web marketing est un super outil justement pour partager du contenu édito, les campagnes, être dynamique sur les réseaux sociaux, faire des relations de presse électroniques, marauder des blogueurs influents. C'est vraiment là, un outil qui est merveilleux pour ça. Mais dans notre religion, cross-canal, e-commerce, tout ça, ben c'est sûr que sans synergie avec les différents modes d'achat, pour nous, le ROI, tout ça est pas à son optimum. Donc, comment on va croiser des opérations, comment on va générer du trafic en magasin, comment on va rendre tout ça compatible par le mobile, comment on va aussi mobiliser un réseau de 100, 200, 300 boutiques, leur staff, à la cause du e-commerce. Vous savez qu'on fait affaire avec des employés qui travaillent à temps partiel, qui sont là un samedi sur 2, puis qui arrivent dans leur casier, puis qui ont 4 pouces d'épais de procédure à traverser pour pouvoir être prêts à travailler, parce que là, il faut collecter des courriels, puis là, il y a tel ci, il y a tel ça. C'est pas toujours facile d'arriver à cette étape-là. Et puis, la gestion de la relation client, souvent, on l'oublie quand on est dans le branding.
Souvent l'envers du décor, puis les médias sociaux ramènent cette voie-là de l'usager. Mais reste que, comment on va collecter des données sur nos clients, comment on va apprendre à les connaître, comment on va établir un programme relationnel avec eux pour les amener au stade suivant. Donc là, c'est là qu'arrive l'analyse comportementale des gens. C'est là qu'arrive aussi tout ce qui est le game-based marketing. On va vouloir jouer avec le client puis vraiment le mettre en compétition l'un envers l'autre pour vraiment aller chercher le côté plus hardcore ou VIP de nos clients. Et finalement, ça c'est notre petit côté financier. Comment on va optimiser la rentabilité des opérations. Fait que, est-ce que je suis prêt pour faire du SEM? OK, mais où j'en suis avec mon SEO? Puis là, à quelle étape est-ce que j'investis plus sur Facebook? Est-ce que j'investis plus dans mon infolette? Infolette avec des courriels cycliques ou pas? C'est quoi les bonnes étapes? Puis comment je classe tout ça ensemble? Donc vraiment, essayer d'avoir une notion d'ROI sur chaque canal, essayer d'aligner toutes ces notions ensemble pour toujours être en train de mettre en place un roadmap qui a le meilleur retour sur investissement. Et puis, il faut expérimenter des choses aussi. Donc, bien souvent, le reporting, c'est un défi. Il y a beaucoup de collecte de data, il y a beaucoup de données à agréger ensemble, du marchand, du POS, d'analytics, de Facebook. Donc, comment on vient vraiment mesurer nos résultats puis nos opérations. Puis évidemment aussi, rien n'est parfait, personne n'a la vérité. Alors, A/B testing, toujours être en mode de essayer de comprendre qu'est-ce qui marche mieux dans mon tunnel de conversion, où ça abandonne, où j'ai des pointes, etc. Donc, toujours travailler en mode optimisation. Et maintenant qu'on s'est entendu sur ces 4 socles-là, en fait, pour nous, il y a à peu près 4 piliers, 4 étapes logiques de l'adoption du e-commerce. À la base, on s'entend bien que c'est le site vitrine. Donc, le site qu'on utilise peut-être plus pour les relations de presse, positionner la marque, les grands messages, vraiment à plus haut niveau pour vraiment assurer une vitrine web de base. Mais la prochaine étape, c'est le site catalogue. Souvent, on se fait poser la question, mais si je fais pas de e-commerce, est-ce que ça vaut la peine que je fasse le site catalogue? Encore une fois, les chiffres économiques le prouvent, le comportement des gens qui aiment pré-magasiner le prouve. Un site catalogue, c'est un générateur de trafic en magasin. Donc, il faut que je sois bon à avoir un site catalogue avant de vouloir faire la dernière application mobile, Solomo, pour utiliser un buzzword. Et là, après ça, vient le site marchand, où là, j'ajoute un nouveau canal de vente à mes opérations. C'est aussi un outil de fidélisation. Je veux ajouter un item à ma liste d'envie, à ma liste d'épicerie, etc. Je veux vraiment utiliser des fonctions comparateurs de prix. Tout ça, c'est vraiment l'usager qui est à un stade un peu plus mature. Il va aimer profiter du e-commerce, va aimer profiter de ces outils-là qu'on lui donne. Et finalement, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, l'étape du cross-canal, de l'omnicanal, l'étape du où je veux, quand je veux. Mais si on n'a pas fait ces étapes-là avant, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile, puis encore une fois, on est souvent tenté d'aller vers les gros coups d'éclat. Puis nous, par expérience, on voit que sur des roadmaps à long terme avec nos clients, sur 3-4 ans, en réalisant le plan d'affaires, la patience, puis une très bonne rigueur dans l'ordonnancement de nos initiatives stratégiques va payer sur le long run. Donc, il y a différents stades de maturité pour atteindre le fameux omnicanal. Il y a le stade plus brick and mortar, où là, c'est vraiment le monocanal physique, j'ai un réseau de boutiques, pignon sur rue, point final. J'ai peut-être un site vitrine, mais on s'entend qu'il n'y a pas de revenus qui se font en ligne. Donc, le traditionnel. Mais là, depuis quelques années, si on regarde les Beyond the Rack, Zappos, ces joueurs-là, il y a les pure players en ligne aussi, qui sont une forme de monocanal, mais web exclusif. Parce que on retrouve pas de brick and mortar, on retrouve pas d'adresse pignon sur rue de ces marques-là. Par la suite, et puis c'est un peu le défaut aussi du marché canadien où on est un peu en retard sur ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Europe, tout ça. Il y a le multicanal qui est quand même l'étape logique où là, j'ouvre un canal de vente en ligne en plus de mon canal de vente terrestre. Mais est-ce que les inventaires se parlent? C'est une bonne question. Est-ce que je peux faire livrer ma commande en boutique? C'est une autre très bonne question. Est-ce que ma promotion magasin fonctionne en ligne telle quelle? Est-ce que ma carte cadeau physique fonctionne en ligne? Donc, souvent, on retrouve encore cette réalité de silo.
Le cross-canal, donc la petite différence entre l'omnicanal et le cross-canal, en fait, c'est que là, heureusement, j'ai différents canaux, mobiles, web, terrestres, physiques, où là, je commence à stimuler mes canaux l'un envers l'autre. Donc, promotion exclusive dans l'infolette, valide en ligne, hors ligne. Donc, on utilise des canaux web pour faire du drive to store. On peut aussi faire l'inverse pour faire du drive to web ou utiliser Facebook pour pousser vers le site, pour pousser vers l'infolette. Donc, tous les moyens sont bons pour stimuler les canaux entre eux. Et puis, l'étape ultime, on s'entend que c'est une cohérence absolue de la marque. C'est un peu la situation de Sophie où, à tout moment, à tout mode d'achat, on la reconnaît, on la récompense, on se souvient d'elle, et puis on l'amène à toujours se surpasser, comme cliente, à toujours dépenser plus. Donc, pour nous, l'omnicanal, c'est la cohérence ultime de toutes les possibilités qu'une cliente a dans sa relation, branding commercial, etc., envers la marque. Donc, avant d'être en mode omnicanal, il faut mettre des socles, il faut pas sauter d'étape, il faut y aller vraiment étape par étape, parce que sinon, autant d'un point de vue technologique, les systèmes d'information, autant d'un point de vue staff, les équipes qu'on doit mobiliser, les réseaux de boutiques, tout ça, il faut vraiment y aller étape par étape pour assurer une stratégie pérenne et une évolution où tous trouveront le meilleur retour sur investissement. Je fais une mini parenthèse parce que c'est pas le cas principal de la présentation, mais je vous parle quand même du cas des PAM parce que c'est un cas mature. C'est un cas où j'ai pas de chiffres financiers à vous partager. Toutefois, on voit vraiment que c'est un cas qui a atteint un certain niveau de maturité très intéressant. Et puis, c'est une application mobile qui a été récompensée, qui a été faite par Baobaz. Donc, des PAM, pour vous mettre c'est une marque de vêtements pour enfants. Donc, c'est principalement notre consommatrice. On s'entend, des PAM, c'est du pareil au même. Et puis, on s'entend que c'est souvent la maman ou la future maman qui va être la consommatrice. Donc, d'un point de vue mobile, on va l'informer d'exclusivité, de contenu éditorial, de nouvelles et promotions sur son mobile. Donc, c'est assez basique. Ça, c'est la base. C'est plutôt ce que je veux dire. On a aussi le catalogue produit qui vient permettre à la maman de naviguer à travers l'offre, le mix produit, découvrir tout ça. Mais surtout, qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est la fonction de partage. Parce qu'en tant que future maman, on s'entend que la liste de shower et tout ce genre de choses ont un rôle vraiment important à jouer. Toys R Us a utilisé cette fonctionnalité-là pour préparer des listes de shower, mais DPM aussi a fait la même chose. Puis c'est vraiment intéressant pour la mère de pouvoir simplifier tout cet enfer de dire, moi, voici ma wishlist pour la naissance de mon nouvel enfant. Puis encore là, on vient rajouter une certaine valeur. C'est pas juste une navigation de catalogue pur et dur. Le M-commerce, là, c'est mitigé. Est-ce que F-commerce, M-commerce, tout ça? Certains que dans des marchés européens, même dans américains, il y a une plus grande maturité. Aujourd'hui, le M-commerce, c'est moins répandu ici au Canada, mais on s'entend que d'ici quelques années, si on va atteindre le fameux 20% lié au e-commerce, ça devra faire partie de l'équation. Il y a le localisateur de magasins. Et puis peut-être même qu'aujourd'hui, il y aurait éventuellement le localisateur de produits. Parce que je cherche exactement tel escarpin de telle couleur, en telle matière, de tel format. Où est-ce que je peux le trouver? Ou, encore une fois, je suis dans la rue, je cherche le magasin des PAM le plus proche, je cherche c'est un incontournable d'amener cet aspect local dans l'expérience. Et puis finalement, on est en boutique, cette espèce de, soit le web install, si jamais il y a une tablette qui est à disposition, ce genre de choses, ou directement sur le mobile, je veux pouvoir scanner le code barre, je veux pouvoir comparer avec d'autres items, je veux pouvoir avoir plus de détails sur l'information, je veux pouvoir partager ce produit à ma communauté, à mon réseau. Donc, on voit vraiment une application mobile où je réponds des besoins en boutique, je réponds des besoins à proximité d'une boutique avec le localisateur de magasin, je réponds des fonctions sociales où je peux partager certains éléments, puis même embarquer ma communauté à l'intérieur, et puis finalement aussi le nouveau canal de vente, M-commerce, etc. Donc là, on entre dans une portion un peu plus complexe, et puis je fais une petite mise en garde. Dans une version longue, avoir un peu plus de temps, j'aurais pu vraiment rentrer plus en détail dans chaque étape du cycle d'adoption qu'on va regarder. En fait, c'est un peu un survol des cycles d'adoption d'un consommateur en ligne avec
quelques idées tactiques, mais surtout, vous verrez le code couleur. À droite, vous verrez différents codes couleurs qui correspondent à l'étape que je suis en train de parler. Donc, le modèle digital d'acquisition d'un nouveau client, en fait, la première étape, évidemment, c'est la connaissance. Donc, j'ai un besoin pour un nouveau vêtement, j'ai un besoin d'estime, je veux du changement dans ma vie, j'ai un nouvel emploi, Donc, à cette étape-là, j'ai peut-être certaines marques, on va se mettre du côté du marketeur, j'ai peut-être certaines marques dans l'esprit, mais si je suis une nouvelle marque ou si je suis une marque qui a envie de charmer ce consommateur-là, ben souvent, à cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est de vraiment juste provoquer de la première rencontre, la première date, si on veut, avec la marque. Et souvent, un cas comme Dermablend Beyond the Cover, cet homme qui était tatoué de partout sur le corps et qu'on a introduit le produit Dermablend, ben c'est une vague virale qui s'est placée sur le chemin du consommateur. Donc, c'est vraiment la marque qui s'est mise sur son chemin puis qui a créé, qui s'est dit « Hey, Dermablend existe ». L'étape suivante, en fait, c'est l'étape de la reconnaissance et de l'intérêt. Donc là, c'est vraiment là où il y a l'opportunité qui se débute et puis c'est ma chance en tant que marque d'espérer rentrer dans le top of mind de la personne. Donc c'est vraiment à ce moment-là où il va y avoir un questionnement à l'intérieur de la personne. Est-ce que cette marque correspond à mon lifestyle? Est-ce que cette marque correspond à mon statut? Est-ce que cette marque peut m'offrir l'expérience que je cherche, le divertissement que je cherche? Donc souvent, à cette étape-là, le bouche-oreille va être intéressant. Pour ceux qui investissent un peu de médias sur Facebook, tout ce qui est sponsored stories, l'actualité sponsorisée, où je vois que tel ami aime telle marque, ce genre de choses, c'est là où on a juste besoin du petit coup pour dire ok, cette marque-là correspond à ma personnalité, puis là, je commence à la reconnaître. C'est peut-être aussi de revoir un billboard, c'est peut-être aussi de revoir une pub, mais le point, c'est vraiment où là, on va essayer où là, on va entrer la marque dans le top of mind. Par la suite, c'est l'intérêt. Souvent, avec une bonne offre de bienvenue pour s'inscrire à l'infolette, avec des techniques de fan-gating qu'on voit sur Facebook, où là, il y a un concours, puis je dois aimer pour pouvoir participer au concours, etc. C'est vraiment là où on est encore à l'étape de pas dévoiler nécessairement des produits ou une offre concrète, mais on est juste à l'étape de dire, est-ce que je suis dans ton écosystème à toi comme consommateur, puis est-ce que je suis dans ton top of mind? Alors, à l'étape de l'intérêt, ce qu'on veut faire, c'est vraiment provoquer une réaction à la marque. M'inscrire à l'infolette, suivre la marque sur Facebook, mais encore une fois, il y a de la curiosité, il y a du lèche-vitrine à cette étape-là. On n'est pas encore dans le processus décisionnel de dire est-ce que c'est Zara ou est-ce que c'est H&M. Donc, ensuite, je suis dans le top of mind, j'ai 3, 4 choix, 4, 5 marques, mais là vient l'étape de recherche. Là, c'est là qu'on va voir s'il y a une adéquation entre le mix produit de la marque, le lifestyle, et ce que la personne cherchait à l'origine. Donc, à l'étape recherche, c'est là qu'on tombe en mode qui aboutit à l'achat, à quelques étapes plus tard. Donc, je cherche un nouveau laptop, un DVD, un nouveau produit, un blazer, 3 morceaux, etc. Donc, c'est à cette étape-là que je commence à vraiment chercher spécifiquement pour le produit. Donc là, c'est important. Je suis en mode agile. Le client agile que je vous parlais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que le client agile embarque, où là, il cherche de l'information sur moi. Il cherche à comparer mon prix, il cherche à comparer mon offre, il cherche à comprendre dans quelle matière, quel service, en combien de temps, à quel prix, etc. Est-ce qu'il y a une offre en ce moment? Donc, à cette étape-là, on s'entend que tout ce qui est investissement, référencement naturel, Google, ce genre de choses, on doit absolument être celui qui protège le contenu parce que si les gens cherchent pour mon nom de marque plus pantalon, mon nom de marque plus tablette, mon nom de marque plus laptop, on doit absolument être là pour venir renchérir notre position dans le top of mind de la personne. Et finalement, il y a l'étape de la sélection, où là, vraiment, c'est pur et dur. Est-ce que le prix est meilleur? Est-ce que le produit est bon? Est-ce qu'il y a un fit entre le produit et moi? Et puis là, souvent, un petit offre pour déclencher l'achat, un petit offre pour venir mettre le dernier clou dans le processus décisionnel pour finalement arriver à l'étape achat. L'étape achat, pour moi, c'est l'étape où la carte de crédit est sur la table. Puis là, il est mieux d'avoir un live chat sur le site parce que ça se peut que j'aie des questions. Donc, c'est vraiment à cette étape-là où, là, je suis en train de sortir ma carte, mon panier est pratiquement complété, je commence à être convaincu, puis là, c'est à ce moment-là que si je découvre un frais de shipping qui me plaît pas, si je découvre une mauvaise politique de retour, etc., ça se peut que
qu'il y ait une interruption dans le processus. Mais généralement, si on est bon en e-commerce, on va pouvoir convertir. Si on a fait du A/B testing aussi à cette étape-là, c'est super important. Finalement, les dernières étapes, mais c'est des étapes où là, la commande est faite, on a utilisé la carte, là, la balle est dans notre camp, on doit livrer la promesse. Donc, à cette étape-là, c'est vraiment, est-ce que dans le packaging, dans les délais, est-ce que dans le packaging, je vais avoir un petit incitatif pour dire, hey, je veux absolument que tu ailles commenter ton expérience, je veux absolument que tu te prennes en photo avec le colis, je veux absolument, donc tout ce qui est post-achat, tout ce qui est incitatif pour forcer la personne à donner un bon commentaire, un bon feedback, soit même aller s'engager sur la page du produit, soit même aller partager son expérience à des amis. C'est notre chance où là, si on a bien livré la promesse, on va aller à l'étape suivante, puis on va vraiment renforcer le fait que la personne a fait un bon choix. Et le réachat, là, si la personne est satisfaite, si on a un bon système de courriel cyclique à cette étape-là, c'est certain que on va essayer de la relancer, on va essayer de réduire son cycle d'adoption. Vous savez, dans les premières étapes que je vous ai montrées, j'ai oublié de vous dire que ça prend 6-7 visites sur votre site avant que la personne sorte sa carte de crédit. Donc, il y a tout un processus de séduction, il y a tout un processus où il y a vraiment un processus décisionnel qui est assez complexe, puis on doit être 10 sur 10 et le best in class à tous les moments de ce processus-là. Donc, au moment du réachat, là, est-ce qu'on a les outils pour créer le climat de confiance, pour amener la personne à passer à l'étape suivante et réacheter. Finalement, l'ultime, et puis la loyauté revient à l'étape première, où là, en fait, j'ai une personne qui est engagée, ancrée dans la marque, qui se voit à travers mes produits, qui se voit à travers mon offre. Et là, c'est là que le plaisir de tout ce qui est game-based marketing, gamification, tout ça, où là, on va vraiment pouvoir aller chercher des avocats de la marque, des bons consommateurs qui ont acheté plusieurs fois, puis qui vont vraiment aller chercher dans leur réseau, dans leurs amis, dans leurs ressources, de nouveaux consommateurs. Et ces nouveaux consommateurs-là reviendront au début du cycle à la connaissance, où là, on verra vraiment qu'ils reprendront contact avec la marque pour la première fois. Le canal Marez est très intéressant, puis il vient vraiment supporter les chiffres de Forrester de tout à l'heure. Alors, c'est un cas français, mais quand même, ils ont eu l'audace de le faire et de le mesurer, puis les chiffres sont vraiment intéressants. Encore une fois, une marque de mode pour enfants, une vingtaine de boutiques, 90 boutiques affiliées. Par contre, c'est un multimarque, donc c'est pas sa propre marque, donc il y a quand même des bonnes opportunités. Puis eux, leur objectif, sont vraiment dit, OK, nous, on va innover, puis on va être les meilleurs sur le web pour justement dynamiser mon canal physique et mon canal web. Donc, ils ont vraiment fait ce pari-là, il y a quelques années, d'aller de l'avant vers un rôle d'innovateur. Et là, ce qui a été vraiment clé dans ce cas-là, c'est qu'ils ont vraiment créé un cercle vertueux à l'intérieur de leurs canaux. C'est qu'ils ont vraiment mis en valeur leur boutique physique. Donc, pour chaque internaute, ils ont toujours tenté d'essayer d'y associer un magasin en particulier. Au point que une fois que le magasin est associé à la consommatrice et que la consommatrice achetait en ligne, il y avait même des incitatifs financiers qui retournaient au magasin. Donc, il y avait vraiment un partage des revenus où on partait du web pour récompenser la boutique. Et la même chose, si le vendeur en magasin n'arrivait pas à trouver dans son inventaire les escarpins bleus de taille 36, il était aussi incentivé, il était aussi récompensé financièrement s'il amenait la cliente à aller de l'avant vers une commande web in-store. Donc, vraiment, avec un système de franchisé, c'est un peu plus difficile, mais avec vraiment un réseau classique de boutiques, c'est des fonctionnalités c'est des croyances puis des décisions qui payent. Et on va voir comment. D'abord, là, je parle beaucoup de omnicanal, cross-canal, mais à la base, lancer le e-commerce, c'est un gain de clients, c'est un gain de chiffre d'affaires. Dans ce cas-ci, le 65%, en fait, c'est vraiment des nouveaux clients qui n'existaient pas avant le lancement du e-commerce et qui sont restés exclusivement e-com. Donc, sur la clientèle, la population d'un client e-com de Marez, il y a 65% de ces clients qui n'existaient pas du tout avant. Il y a 23%, en fait, ici, j'ai 4% de mes clients qui étaient des clients physiques, parce que le e-com n'existait pas avant, qui sont devenus e-com exclusifs. J'ai 8% de mes nouveaux clients qui ont commencé par le e-com et qui ont basculé vers la boutique, pour finalement avoir 23%
d'anciens clients, de clients existants au moment du lancement du e-com, qui sont devenus hybrides, e-com et réseau physique de magasins. Donc, on voit quand même que tout ce qui s'appelle nouveau, ici, ce 73%-là, c'est une clientèle qui était inexistante avant le lancement e-com. Et il y en a une partie de cette clientèle-là qui est convertie vers le physique. Si on regarde encore une fois, quand je parlais on appelle ce phénomène-là le ship to store, qui est la livraison en boutique. Aldo vient de lancer ça. Jacob est sur le point de lancer la livraison en boutique. On peut se demander si c'est vraiment une opportunité, mais certainement que c'est une opportunité pour les questions de fit, les questions d'échange, tout ça, puis même c'est un générateur de trafic. Et dans ce cas-ci, on le voit bien. 51% des livraisons ont été faites à domicile, donc dans le modèle classique du e-commerce où on livre le colis chez la personne. Mais 44% des livraisons se sont effectuées à l'intérieur des 20 boutiques Maraises. Donc, c'est vraiment un générateur de trafic. Et si à ce moment-là, on n'est pas équipé pour reconnaître la cliente puis continuer à la récompenser dans son cycle, à la fidéliser, à l'ancrer envers nous, on perd des dollars. Et puis, il y a 5% de commandes qui étaient livrées chez des intermédiaires, des points relais. Et là, le facteur omnicanal qu'on parlait de Forrester, qui parle de 50% d'augmentation. Ici, juste pour vous donner un exemple, supposons qu'on a un panier à N-1, N-1 étant la période pré-lancement e-com. On a vu que les clients existants après le lancement e-com, donc des clients qui sont devenus multicanal ou omnicanal, on a vu que le dollar par client a augmenté de 53% dans ce cas-là. Et d'une façon générale, encore une fois, le pouvoir du omnicanal, du cross-canal. Supposons qu'on avait un panier équivalent à $1 en boutique, un panier équivalent à $1 en e-com, donc des clientèles qui ne sont pas croisées d'un canal à l'autre. On a pu comprendre qu'un client qui avait à la fois expérimenté le e-com et à la fois expérimenté la boutique traditionnelle, allait dépenser jusqu'à 2,1 fois plus. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'opportunité, quand on parle d'atteindre ce stade-là d'omnicanal, c'est quand le client est à ce point ancré dans la marque, quand ce client est à ce point ancré dans nos différents canaux, parce qu'on a fait nos devoirs, d'être pertinent, d'être cohérent d'un canal à l'autre, on voit vraiment que par individu, par personne, le dollar va toujours augmenter. Et ça, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui. J'aimerais être là dans quelques années pour vous parler des chiffres qui seront là dans 5 ans. Alors, merci. C'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'omnicanal, le cross-canal et le e-commerce.